Est-ce que ça va, Télérama? Ah là là, ça va? Ah, nickel. Bon, je vais quand même vous présenter un peu plus en détail. Pour ceux qui vous ne connaîtraient pas, Noé Debré, donc directement à ma gauche, scénariste, réalisateur. Votre premier film est sorti il n'y a pas si longtemps, en janvier, le temps passe vite, Le Dernier des Juifs. Avant ça, vous avez collaboré à l'écriture de films de Jacques Audiard, Dipan, vous avez travaillé avec Tom McCarthy sur Stillwater, ou Romain Gavras sur Le Monde est à toi. Je ne les cite pas tous, les films sur lesquels vous avez travaillé. En termes de série télé, vous avez aussi co-créé La meilleure version de moi-même, la série de Blanche Gardin pour Canal. Xavier Lacaille, acteur et scénariste. Vous avez notamment co-créé et écrit des épisodes de Validé et Miskina. Et vous venez d'apparaître dans Bis Repetita au cinéma. Vous étiez aussi sur scène jusque tout récemment avec votre partenaire Ambroise. Mais je suis certain qu'on vous reverra un autre jour sur scène dans un autre spectacle. Tout à fait. Évidemment. Et ben on va commencer, d'habitude on commence d'abord un petit peu à discuter puis on regarde des images. Mais j'aimerais qu'on commence par des images. Et ensuite, on va en parler et on va débuter cette discussion. Donc, on va regarder le premier extrait qui est plutôt un copier-coller de plusieurs extraits bout à bout. Moi, je vote. Surtout parce que j'aime bien la carte de fidélité, là. T'as les tampons, là. Moi, j'en ai 9. Hein. Ah oui. Et quand c'est plein, t'as droit à un vote gratuit. Donc, tu vois, ça vaut le coup. Le mieux, c'est les élections à 2 tampons, parce que t'as 2 tours. Mais là, non. C'est dommage, c'est pas une élection comme ça. Si j'ai appris un truc, mais il faut pas trop ébruiter. Les prochaines élections seront probablement 3 tours. 3 tours. 3 tampons. Ouais. Bon, tampons. Tac, tac. Salut, Gilles. Salut. Moi, je vais pas voter parce que je suis toujours inscrit à Anglette, au Pays Basque. Donc, le trajet, ça me prend la demi-journée. Et puis surtout, il y a ma tante qui habite à côté. Donc, il faut que j'aille déjeuner chez elle. Elle me pose des questions. C'est compliqué. On s'entend pas très bien. C'est vrai que depuis son anniversaire d'il y a 2 ans, j'ai mis une remarque sur le fait que son mari, il arrête pas il clope. Et puis, le cigare, moi, je vais pas voter, quoi. Puis ça picole, ça picole. À la fin de la journée, c'est machin. Oh, il y a longtemps que j'ai arrêté le vote. J'ai décroché, c'est trop tard. Et puis si j'y allais maintenant, j'ai l'impression que tout le monde me regarderait bizarrement. Mais non, Michel, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Il faut se jeter à l'eau. Voilà. De toute façon, j'ai même plus la carte là. Alors... Mais vous y allez avec votre carte d'identité, c'est bon. Hein. Oh bah non. Moi, je veux l'expérience complète. Sinon, on n'a pas l'impression d'avoir voté. Ah, on va refaire votre carte d'électeur. C'est sur Internet, ça se fait vite maintenant. Oui. Oui. Ah bah là, d'accord. Voilà. Ah oui, alors, ça change tout. Ah très bien. Ah j'avais pas... Oui, bah oui. De quoi il s'occupe le Parlement européen? De rien. Il faut rien. C'est du blabla. Les normes environnementales quand même. À part ça. La libre circulation en Europe. Ouais, enfin, pas... C'est pas quoi? L'investissement dans la recherche scientifique, la réglementation financière, Bon, et à part tout ça, la sécurité alimentaire, Bon, ok, la nourriture. l'agriculture, Bah, ça c'est pareil, c'est la nourriture, ça Non. on l'a déjà dit. les quotas de pêche. Ah, et à part les poissons, la science, l'environnement, la nourriture et le système bancaire, qu'est-ce qu'il faut? qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les quotas de pêche, j'ai dit. 2 fois. Alors évidemment, voter pour vous, c'est 3 fois rien. Vous croisez du monde, c'est même plutôt sympathique. Vous avez les enfants, vous leur dites, vous voyez comment ça marche, vous leur apprenez, c'est un bon moment. Il faut bien se rendre compte qu'après nous, derrière, c'est 700 personnes ici. Il fait une chaleur de dingue. On doit D'accord. porter des dossiers, on a des Oui. douleurs de dos qui sont pas prises en charge tout le temps. Tu veux t'éviter du boulot là, Gilles? Non, c'est pas ça. C'est que moi, je trouve c'est Ah ouais. important que les gens qui, en plus, là, se disent, ah bah cool, cette fois-ci, il n'y a qu'un tour. Hmm. Bah, nous, derrière, je veux juste marche. qu'ils sachent que ce qui va découler Bah oui. d'un geste qui a l'air simple, Eh oui. ce qui va en découler, par souci de Ouais. clarté aussi et de transparence, c'est important. Tout le monde peut voter, mais vous vous rendez pas compte, même Gilles? Hein, Gilles? Gilou, tu vas voter, non? Oui. C'est moi qui parle. Ah. Tu vois bien que la voix, elle sort de vers... Oui, non, Tu vas voter, toi, on est d'accord? Oui. Voilà, il vote. Gilles, il vote. Bah oui, les tampons. Ah, Gilles. Donc 6 des 8 vidéos qui ont été tournées pour accompagner... Mon micro marche, oui, on a très peu de retours. Pour accompagner cette campagne européenne qui touche à sa fin. C'est un geste assez rare, donc je voulais commencer par ça, moi, par vous poser la question de pourquoi, comment, d'où est venue cette idée d'accompagner avec ces personnages de série ce moment démocratique. C'est Fabienne Servan-Schreiber qui nous a obligés.
la productrice de la série. Alors que nous, on avait, voilà. Et voilà. Non, en fait, non, bah oui. Enfin, ce qu'on s'est dit, ce que Fabienne nous a dit, nous a imposé, nous a convaincu et un peu imposé, c'est que c'était une occasion utile. Enfin, en tout cas, c'était une occasion de se rendre utile. Et en appelant à voter, ce qui est quand même une position pas non plus assez neutre quelque part politiquement. Moi, je trouve que c'est plutôt un geste parce que on m'a plusieurs fois maintenant posé la question de ah oui, mais est-ce que du coup c'est une prise de position politique de la série et tout ça, alors que moi j'estime que d'inviter les gens à aller voter c'est plutôt civique que politique, puisqu'ils vont voter pour qui ils veulent et en plus là il y a vraiment le choix. Donc voilà, et après évidemment le grand plaisir de cette série qui s'est confirmé en faisant ces pastilles, c'est qu'on a des personnages et des acteurs très marrants, donc c'est très agréable d'écrire pour eux et ensuite de les voir jouer. C'est vrai que c'est un geste rare, oui, oui. T'as raison, c'est un beau geste rare qu'on a fait. Oui, je me rends compte là en voyant ça, c'est un geste rare. Ouais. Mais du coup, ça amène une question métaphysique en termes de création artistique. C'est la série télé peut-elle avoir un impact ? Quelle est votre réponse à vous ? Est-ce que faire une série, alors au-delà de ces pastilles-là, hein, on fait une série comme Parlement, on raconte quelque chose quand même, hein, donc on est dans le Parlement européen, on est d'ailleurs maintenant plus que dans le Parlement, on est dans les institutions européennes. Est-ce que, au-delà de ces pastilles-là, c'est un geste militant, politique en un sens, peut-être pas militant, politique, de faire une série comme Parlement ? J'imagine que... toi, non, mais moi je le vis de manière moins... fort que toi, beaucoup moins fort parce que je suis pas auteur, du coup je ne fais qu'interpréter les textes et le mec qui se défausse. Ouais. Non mais par ailleurs je suis pour rien. Non mais par ailleurs tout est dans le scénario, ça suffit pas. Non mais moi je considère que la fiction dans un cadre beaucoup plus grand et enfin c'est l'outil que j'ai choisi en tant qu'acteur ou plus en tant qu'auteur pour changer le monde à un niveau tout petit, mais je pense que les fictions c'est ce qu'il y a de plus puissant pour changer le monde. Vraiment, c'est un débat beaucoup plus ample, mais c'est pour ça que je fais ce métier à la base. Et quand j'écris, j'essaie de toujours me poser la question de quelle est la métaphore que j'essaie de raconter et qu'est-ce que je vais questionner et qu'est-ce que je vais essayer de changer. De manière vraiment indirecte, bien sûr, mais je pense que même si c'est inconscient, et en particulier, pardon, je vais vomir, en particulier dans le Parlement, et là Noé pourra nous répondre parce que c'est en plus une série qui traite de politique, donc de fait j'ai l'impression que l'outil est décuplé en termes de pouvoir, quoi, de ce que ça peut raconter et influencer, quoi. Ouais, moi j'ai pas du tout la même réponse que j'ai pas du. Ah. Il y a un chef opérateur qui est venu se glisser dans la salle. C'est pas du tout la même réponse que Xavier. Moi, je sais pas. Je suis assez agnostique sur la puissance de la fiction et l'impact que ça a sur les gens, sur le réel et tout ça. En fait, j'ai l'impression que la fiction peut renouveler des représentations éventuellement, mais que ce sont rarement les représentations qu'on croit. Et en tout cas, ce dont je suis assez convaincu, c'est que souvent les gens ont l'impression qu'ils vont exercer un changement, en tout cas qu'ils vont pouvoir, je sais pas quoi, exercer une force qui va créer du changement, et qu'en fait, ils ne savent pas du tout lequel, quelque part. Moi, il y a un exemple qui me frappe beaucoup, c'est que je sais qu'à un moment, le lieu commun, c'était de dire, voilà, dans 24 heures chrono, il y a un président noir, et donc ça a préparé l'élection de Barack Obama. Et c'est un truc que j'ai beaucoup entendu à une époque et tout ça, et en fait, un jour, je me suis dit que pas du tout. Qu'au fond, pour moi, 24 heures chrono, ça a beaucoup plus préparé Trump parce que c'est une série qui est profondément complotiste. Et c'est une série qui justifie la torture et tout ça. Et après, c'est une série que j'aime bien par ailleurs. Mais sur le récit qu'elle véhicule, en fait, j'ai l'impression que il y a la surface, il y a ce qu'on voit de la série, et puis il y a sa mécanique narrative profonde. Et qu'en réalité, les mécaniques narratives profondes des séries, oui, ont un impact sur les gens, mais que souvent, j'ai l'impression que les scénaristes eux-mêmes ne comprennent pas les mécaniques narratives qu'ils utilisent. Et je pense que, et une fois, mais c'est un sujet qui me travaille beaucoup. Et une fois, j'étais en conversation avec des gens d'Hollywood. Et je leur demande, est-ce qu'il y a des républicains à Hollywood ?
Et ils me disent des républicains à Hollywood. Est-ce qu'il y a des gens que vous connaissez, ils votent républicain, ils financent le parti républicain et tout. Et ils me disent non, en tout cas, ou ils le disent pas. Clint Eastwood, il y en a Il y a quelques-uns. Clint Eastwood, Tyler Sheridan, il y en a quelques-uns qui sont vraiment là, mais ils disent dans le voilà les gens qu'on rencontre, etc. Ils le disent pas ou ils le en tout cas. Et donc je leur dis mais comment vous expliquez que Hollywood, qui est censé avoir un impact tellement fort de représentation sur l'Amérique et le monde entier, fait tous ces films entre démocrates et que pourtant l'Amérique vote Trump. Et on était en plein milieu de Trump, donc en plus ils étaient eux en boucle là-dessus et dans un tunnel. Et ils n'avaient pas de réponse à ça, ce que je trouvais sidérant quelque part. Et je pense que par ailleurs, en fait, même eux participaient à créer des films qui, en fait, avaient un impact dans l'imaginaire des gens, un impact dans l'imaginaire narratif des gens, qui quelque part étaient trumpistes parfois et qui ne le savaient pas. Oui, j'ai l'impression que l'impact, il est conservateur dans les blockbusters américains, véhiculent plutôt des... Oui, mais c'est-à-dire qu'ils vont mettre un personnage noir, un personnage principal noir, et ils vont se dire c'est bon, c'est un film démocrate, parce que ça y est, tu vois, ça renouvelle les représentations et tout ça. Et puis ensuite, ils vont faire un film complètement complotiste. Oui, oui. Et alors, du coup, pardon. Et dans le cas de Parlement, du coup, Et parce qu'il y en a un qui dit c'est pas moi, c'est le scénario, et l'autre qui dit métaphoriquement parlant. Mais précisément, quand on fait une série comme Parlement, est-ce qu'on y pense à quelle Europe je mets en scène? Ouais. Qu'est-ce que je raconte? Est-ce que ça va avoir un impact et si oui, lequel? On se pose la question tout le temps et en même temps, à la fois on se pose la question et souvent on s'interdit de se la poser, donc on est dans des mouvements contradictoires par rapport à ça. Le grand exemple, c'est que par exemple, donc il y a ce personnage de Michel, pour ceux qui ont vu la série, qui est député, et puis qu'on voit vraiment être le député, le cliché du député qui ne fait rien, qui est incompétent, etc. Et ça commence là-dessus. Et donc, c'est problématique parce qu'on se dit, bon, bah voilà, donc ça donne l'image de la machine bureaucratique, etc., incompétente. Mais nous, ce qui nous a intéressé avec ce cliché, c'est de partir du cliché pour aller ailleurs. Et j'ai l'impression que ce qu'on raconte, en tout cas sur la première saison, c'était un type qui arrive, Samy, qui comprend rien, qui a l'intention de passer entre les gouttes, qui ne veut pas s'y intéresser, et puis qui en fait est forcé de s'y cogner, et qui va finir par un peu tout donner pour. Et ça, c'est le grand récit de la série, en tout cas de la première saison. Et donc, c'est que il y a la surface en fait de la représentation et puis il y a la mécanique narrative de la série. Et la mécanique narrative de la série, en tout cas des saisons les unes après les autres, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Ouais. Vous espérez que le spectateur, je dis spectateur puisqu'on est sur une plateforme, mais on pourrait l'appeler le téléspectateur, va suivre ce mouvement-là aussi, qu'on va allumer Parlement en se disant bon ok, je regarde, les gens disent que c'est top, je m'en fous un peu de l'Europe, et puis alors au fur et à mesure, je vais m'emballer et pour la série, et peut-être potentiellement, je vais m'intéresser à quand même ce grand truc qui est au-dessus, qui est soutenu politiquement et qui compte énormément. En réalité, je pense qu'au mieux, si les gens comprennent mieux comment ça marche à la fin qu'au début, on aura servi une cause. Après, s'ils pensent que c'est bénéfique ou pas, on leur laisse complètement la qualité de ce jugement. Je veux dire, et je m'en porte beaucoup mieux comme ça. Après, tu as aussi, pardon, parce que c'est vrai que tu as l'influence que peut avoir une fiction, qu'elle soit une série ou un film ou un récit, quel que soit son médium, sur les convictions, ou en tout cas là en l'occurrence on parle vraiment d'une dimension politique. Effectivement, j'ai l'impression que c'est le dernier niveau, quoi. Le vote que tu poses, c'est le dernier niveau de ton influence, mais tu as l'influence plus intime, plus émotionnelle, qui elle peut-être est grâce aux séries plus prégnantes. Je pense à des séries qui ont été très importantes comme Friends ou d'autres, qui ont permis de créer une mythologie et donc des grilles de lecture de situations quotidiennes, donc absolument apolitiques, enfin dépolitisées en tout cas, et de se dire tiens, lui c'est un Joey, elle c'est une Rachel, ah oui mais tu te souviens, enfin les récits, ne serait-ce que les récits amoureux, amicaux, eux je pense peuvent avoir une portée à un endroit intime de tout à chacun, et effectivement la dimension politique des récits, elle est c'est peut-être deux questions, l'influence que peut avoir la fiction sur ton être. Est-ce que ça veut dire qu'il faut être pédagogue? Alors là, on parle de deux choses qui finalement sont peut-être les deux principales contraintes de l'écriture,
peut-être aussi de l'interprétation, parce que je me rappelle d'époques où Xavier, vous me racontiez que finalement parfois vous invitez presque dans les débats politiques parce que vous êtes le gars qui joue dans le Parlement. Mauvaise idée. Donc les deux contraintes, ça va être finalement faire quelque chose de cette Europe, d'en faire une matière dramatique et faire en sorte que les gens ne soient pas totalement largués. Quoique, partie de l'humour de cette série-là, c'est aussi que c'est bien qu'on soit un peu largué. Comment on fait en sorte de raconter une histoire, vous avez 1 heure pour répondre, qui soit à la fois compréhensive et drôle dans ce cadre-là. La question se pose aussi pour l'interprétation, je pense, si je peux me permettre. Bah, à ce petit niveau, c'est moins pertinent, mais je pense que c'est... moi, j'ai choisi l'humour et un peu l'absurde pour essayer de passer, de courber un peu le message, quoi. Mais c'est vraiment plus facile qu'en écriture. Mais ouais, après je pense, en fait il y a une réponse qui est, il y a un truc par exemple quand on a sorti la série, il y avait plein de gens qui regardaient la série et qui disaient ah c'est super, en plus c'est très pédagogique, et c'est Ned qui est ici, c'est Ned Dab de France Télévisions qui a commandé cette série. Il était très allergique à ce retour qui était quelque chose que les gens disaient de façon positive. Ils disaient ah c'est super, c'est très pédagogique. Ils disaient mais qui a envie de regarder une série pédagogique? Il faut arrêter de dire ça sur la série, en fait ça va effrayer les gens. Et quelque part je pense qu'il a raison, et en même temps je pense que les gens qui disaient ça le disaient vraiment en toute sincérité et pas en donnant ils voulaient pas donner l'impression aux gens qu'ils allaient faire leur devoir, et je pense que eux-mêmes s'étaient dit ça, et parce que je pense qu'en fait un plaisir en tout cas que moi j'ai quand je regarde des séries et des films, c'est d'apprendre quand même un peu quelque chose et les exemples sont permanents, quoi. On a l'impression d'en avoir retenu quelque chose et de un peu mieux comprendre le monde, etc. Et t'as déjà été gêné par un truc trop pédagogique, une série ou un film trop pédagogique? Bah, ouais, mais c'est pas en soi qu'ils sont trop pédagogiques, c'est que la façon dont la pédagogie est faite est maladroite, quoi. On dira donneur de leçons ou moralisateur. Ouais, c'est aussi une façon d'écrire les dialogues. C'est où les gens ne font que se dire des choses qu'ils savent déjà, par exemple. Vous savez, ça c'est une règle de l'écriture. As you know, Bob. As you know, Bob, I'm your father. C'est vraiment la pire façon voilà, comme tu le sais, je suis ton père. Et donc ça, c'est voilà comment on écrit mal un personnage et un dialogue. Et en fait, il y a un peu ça parfois dans les séries. Les mecs passent leur temps à s'expliquer des choses qu'ils sont censés connaître. Comment on écrit bien un truc pareil? C'est-à-dire où il faut quand même... ok, c'est pas pédagogique, mais il faut quand même définir le cadre, expliquer la différence entre les différentes institutions. Il y a même des séquences, alors vous tournez ça en dérision, mais même des séquences où il s'agit d'expliquer le fonctionnement des institutions. Donc comment on fait en sorte, c'est sans doute une leçon pour un jeune scénariste que d'essayer de comprendre comment on peut transformer ça en un truc plaisant, drôle, voire émouvant. Bien sûr. En fait, Enfin, il y a plusieurs choses. Nous, dans la série, ce qu'on a fait, c'est que le Parlement européen, c'est compliqué, les institutions européennes, c'est compliqué. Et en fait, l'angle de comédie qu'on a sur cette série, c'est que plus c'est compliqué, plus Samy galère, plus c'est drôle. Et donc, parfois, on rend les choses plus compliquées qu'elles ne sont pour le voir sur son visage être complètement paumé, parce que c'est ça la punchline des scènes. C'est qu'en fait, quelqu'un vient lui donner du boulot, et il dit « Ah bon, mais qu'est-ce que je dois faire ?» Et puis il lui explique. En fait, le mec ne comprend rien. Et il dit oui, j'ai compris, et il part et il sait pas quoi faire. Et ça, c'est quand même beaucoup une mécanique narrative récurrente de Parlement. Donc en fait, nous, on a un peu fait un truc de jujitsu avec ce problème, c'est que plus c'est compliqué la série, plus on a de blagues, en fait, plus on a de situations comiques. Et ça, c'est un premier truc. Et puis effectivement, un moment pour qu'il finisse par résoudre ses problèmes, en tout cas qu'il atteigne ses objectifs ou qu'il essaie de les atteindre, il faut qu'il y comprenne quand même lui quelque chose, et donc nous avec lui. Et en général, on cherche des métaphores, en fait. C'est-à-dire, il y a pas mal de scènes où un personnage va trouver une façon d'expliquer les choses en disant bah voilà, c'est un peu comme alors évidemment maintenant que je vous dis ça, il n'y en a aucune qui me vient, mais il y a la fameuse scène du début de saison 2 où il y a tout ce montage qu'a fait notre camarade allemand qui explique en gros que c'est comme des chutes de dominos, quoi. Ouais, exactement. En gros, tout est connecté. Ah, voilà, ça c'est typiquement. Ou bien par exemple, à un moment, ils doivent choisir le président du Parlement, ils font un qui est, où ils ont mis tous les trucs, et donc ils éliminent au fur et à mesure, et on comprend. Enfin, c'est ludique en fait. Et c'est plutôt c'est ça en fait. Le mot, c'est de trouver des façons ludiques d'expliquer les trucs. Et Xavier, vous y comprenez quelque chose? Ou au contraire, il ne faut pas que vous y compreniez quelque chose, sinon on ne peut pas jouer ça correctement.
Non. Quoi? Pourquoi je dis non? Je dis non, je sais pas pourquoi. Il est sorti. Non, mais oui et non. En fait, non, mais parce que je le comprends. Parce que de manière coïncidentielle, j'ai fait des études de droit, donc de droit européen, donc c'était une matière que je connaissais. Coïncidentielle, mais quel connard. Franchement, mais gars, rentre chez toi. Et Samy ne comprend rien, mais c'est pas compliqué de jouer l'absence de compréhension. Donc, ouais, vas-y. C'est plus dur de jouer le mec qui comprend quand tu comprends. Mais oui. Pas. Mais bien sûr, non mais vraiment parce que non mais exactement. Du coup, c'est une zone de confort. Non mais en revanche, moi ça m'a vachement aidé. J'ai eu la chance de parler avec Noé pas mal, mais aussi d'aller avant la saison 1 avec Maxime Caligaro, un des auteurs qui est eurocrate, donc qui travaille au Parlement, au sein du Parlement européen, et donc de le voir marcher. Moi j'avoue que je n'intellectualise pas du tout les choses, et ça peut même ne pas me déranger de ne pas comprendre parfois les choses à partir du moment où je les ressens et que j'ai le sentiment qui me va. Je pose très très peu de questions. Noé, j'ai posé très peu de questions, je crois. C'est très agréable d'ailleurs. Ouais. C'est vrai que parfois les acteurs disent moi ce qui m'énerve le plus, c'est filmé, donc non, ça m'énerve pas, c'est quelque chose qui m'embête, c'est quand un acteur dit je sais pas quoi faire dans la scène là. Pour moi, c'est le travail de l'acteur d'être autonome et de proposer quelque chose à partir de la matière qu'il a, c'est-à-dire le scénario. A priori, un scénario, en l'occurrence sur Parlement, on a de la chance, c'est extrêmement bien écrit. C'est pas le cas de tous les scénarios, ceci dit. Mais non, mais je m'inclus dedans. J'écris des merdes aussi, donc j'écris des trucs qui sont imparfaits et je le vois quand les acteurs d'ailleurs me parlent et me posent des questions. Et j'ai pas suffisamment bien fait mon travail de scénariste sur certaines séries ou certains films quand l'acteur me pose une question à laquelle j'aurais dû répondre dans le texte. Donc parfois, les acteurs n'ont pas l'autonomie qu'ils devraient avoir, que le texte doit leur permettre. Pourquoi on parle de quoi? Quoi je parle? Mais qu'est-ce qu'on raconte quoi? Comment on joue le mec qui n'y comprend rien? C'était ça la question globalement. Eh ben, c'était il y a 8 heures cette question. Ouais, c'est clair. On est samedi là, faut que j'y aille moi. J'ai un train. En fait, vraiment en le faisant instinctivement, c'est que du corps. Je joue littéralement l'incompréhension. Genre, c'est un exemple con, mais c'est vraiment que du jeu pur. C'est-à-dire que je le ressens pas du tout. Je peux très bien comprendre ce qu'on me dit et ne pas le comprendre. Je suis pas là, c'est pas intellectuel, c'est pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un extrait, mais je crois que vous y comprenez quelque chose, mais on le regarde quand même. Donc vous êtes tous au courant que l'élection du futur directeur de l'Agence européenne pour la sécurité maritime approche, n'est-ce pas Gilles? T'es avec moi? Bah oui. Oui, allez, tu me fais passer ça s'il te plaît. Ouais. Miguel, oui, bien sûr. Vous me dites quand vous avez les documents sous les yeux. Donc l'idée c'est que le groupe se coordonne pour attaquer en escadrille. Giancarlo, ton député démarrerait avec une question un peu simple sur la sécurité maritime. Là le type se détend, il nous fait son laïus et paf, Svetlana, ta députée balance un truc sur l'absence de parité parmi les candidats, comme la commission s'y était engagée. On en dit quoi? Pardon Samy, mais c'est mon député qui pose la première question. Les miennes aussi veulent poser la question. Que non, chicos, que la première question elle est pour nous. On l'avait déjà dit ça. Alors, non. On avait déjà décidé. Les amis, ça va? On va essayer de la jouer en équipe. On est une team, d'accord? En team Spirit, s'il vous plaît. Team Spirit. Y a rien de drôle, Miguel. Miguel. Quel député veut poser la première question? D'accord, bah c'est super. Comme ça, tous les députés posent une première question, on parle tous en même temps et c'est un énorme bordel. Voilà. Et pourquoi tu t'énerves, Samuel? Non, je te dis que c'est pas Samuel, c'est Samy, d'accord? C'est ton vrai prénom, ça? Oui, c'est mon vrai prénom. Ouais. Attends, genre sur ton passeport, il est marqué Samy? Oui. C'est un vrai prénom, Samy Miguel, en France. Il a même pas un vrai prénom. Giancarlo, c'est marrant ça? Je suis là pour vous aider, d'accord? Je connais le fonctionnement des institutions, moi. Samy. Gilles? Oui, non. C'est bon? Ça va? Bon, les téléphones, allez, s'il vous plaît, je vais les confisquer sinon. Oye, oh, no te pongas nervi, Samy. A ver, en fait, c'est bon, nous, on n'a pas besoin de poser la première question, non? C'est Team Spirit. On est une équipe, non? Bah oui, c'est ce que je dis, merci, voilà. Nous non plus, c'est bon. Ok. Et ce que j'ai dit sur ton prénom, là, tout à l'heure, c'est... Je le pensais pas, hein. Ouais. C'est une blague. Ok. D'ailleurs, j'adore ce prénom. Samy. Tu veux un café, Samy? Ou une pâtisserie? Autre chose? Ouais, non merci, c'est bon. Cucciolo, je t'invite à manger. Maintenant.
Ah ouais, Valentine à la commission. C'est ouf cette histoire quand même. Hein. Bon, une fois je parlais d'un roman d'Agatha Christie avec ma copine anglaise. Peut-être que tu peux aller voir Valentine Cantel pour la féliciter. Elle est au PE pour un trilogue. Et discrètement, tu glisses que c'était toujours ton rêve de bosser en cabinet à la commission. Moi, à la commission ? Oui, je pense qu'avec un petit effort, un peu de formation, tu en es capable. Ah oui, évidemment que j'en suis capable. C'est pas la question. C'est juste que je suis attaché à l'institution parlementaire, voilà. Quoi ? Ah, vraiment ? Bah oui. Tu aimes bien ton boulot ? Oui, oui. T'as pas l'impression d'être moniteur dans une colonie de vacances ? Non, non, pas du tout. C'est très... Hey Samy. Bonjour. Tu salueras bien Valentine de ma part, hein ? Oui, bien sûr. Allez, à bientôt. À bientôt. Bientôt. C'est la présidente du groupe de la gauche. Elle connaît mon prénom. Le pouvoir. Samy le squadre. Le pouvoir. Beaucoup de choses dans cet extrait. D'ailleurs, quand je l'ai choisi, j'ai pas calculé le caméo. Maintenant, ça me revient. Oui. Ça compte pas pour le temps de parole, c'est bon, pas de problème. Il y a plein de choses dans cette scène en deux parties, notamment, en gros, le Parlement, c'est le bordel, tout le monde parle en même temps. Enfin, il y a à la fois du positif et du négatif. Comment, justement, on arrive à rire de l'Europe sans dénigrer l'Europe, si je veux dire, sans faire en sorte que les gens ils aient encore moins envie et d'aller voter et de regarder le Parlement au bout des épisodes. En fait, en vrai, ce que je disais, c'est qu'on ne se pose pas beaucoup cette question comme ça. On essaye d'être juste. Donc là, par exemple, cette scène, quand je dis on, c'est avec mes co-auteurs. En l'occurrence, sur cette saison, c'était donc toujours les deux eurocrates dont Xavier parlait, Maxime Caligaro, Pierre Dorac, et il y avait Lily Lambert avec nous. Et donc quand on écrit cette scène, on se dit ok, on veut une scène qui raconte que ça y est, Samy n'est plus assistant, maintenant il a un autre rôle, donc il faut essayer d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est un conseiller politique. Et donc je demandais à Maxime, c'est quoi un conseiller politique, en fait qu'est-ce qu'il fait. Donc en fait il fait des réunions avec les assistants pour essayer de gérer les députés, et typiquement ce genre de truc. On dit ah tiens, un truc, on le voit être dans une position disons de chercher la stratégie du groupe, qui est vraiment son boulot. Et donc on se dit ça, ok, ça va être une scène. Et après on cherche la métaphore. Et la métaphore de la scène, là, c'est le prof débordé par ses élèves. Et en fait, lui, il se raconte comme un prof, et il fait le truc, il fait le manager, et puis en fait, mais je vais confisquer les téléphones, il y en a marre, et tout ça. Et ensuite, on cherche, après, il y a le récit dans l'épisode, qui est que, en fait, ça y est, il va avoir une opportunité, parce que Valentine revient à Bruxelles, que voilà, elle va devenir peut-être commissaire. Après, il va falloir expliquer plein d'autres trucs, ça va être très compliqué. Et le truc qu'on glisse de façon inconsciente dans cette scène, mais qui ne passe pas du tout, je pense, mais on l'a mis quand même, parce qu'il vaut mieux répéter les choses 3 fois que 2, c'est qu'il prépare une audition pour un type qui vient être auditionné par les députés, qui cherche à le piéger avec des questions. Et ça, c'est ce qu'il va devoir faire pour Valentine de l'autre côté. Donc, enfin voilà, toutes sortes de choses qu'on essaye d'exposer dans la scène, tout en la rendant le plus ludique possible, parce que, en fait, il est en galère avec Miguel, avec Gilles, avec lesquels il a ses relations, quoi. Alors je profite de l'accroche réalité qui se passe avec le caméo et le fait que vous êtes, pour le coup, dans le Parlement, on va en parler après. Est-ce que le Parlement se déroule dans le monde réel ? C'est-à-dire aujourd'hui, auquel cas, deuxième partie de ma question, sachant que vous venez de finir le tournage de la 4e et dernière saison, donc avant l'élection, mais elle va être diffusée après l'élection, est-ce qu'on y pense ou alors pas du tout ? C'est un peu une question. En fait, on a eu beaucoup plus le problème parce que les élections, a priori, la série sort à la rentrée. Il y aura, je pense, même pas encore eu de décision sur ce qu'on appelle les top jobs, c'est-à-dire sur la présidente de la commission, etc. Donc, je pense pas que la série apparaîtra trop datée de ce point de vue-là. Mais on s'est beaucoup posé la question sur le Covid, l'Ukraine. Qu'est-ce qu'on fait de ces trucs-là en fait qui se passent dans la vraie vie, qui tout d'un coup ont énormément d'importance, est-ce qu'on les traite, est-ce qu'on les traite pas? Et évidemment, la réponse évidente, c'est que en fait non, parce qu'on met 6 mois à l'écrire, on met à peu près 6 mois à la produire, donc on aura toujours un an de retard. Donc en fait, c'est une cause perdue d'avance. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye. Alors le Covid, je crois qu'on en a vraiment pas du tout parlé. Mais l'Ukraine, on en parle, on y fait allusion, quoi. On fait
des blagues autour ou des allusions qui sont suffisamment vastes pour se dire bon, si dans un an Vladimir Poutine est tombé, qui sait, ça ira, on s'en sortira encore un peu, quoique maintenant que j'y pense, en fait, non. Mais on ne devait pas beaucoup croire que Vladimir Poutine allait perdre son poste aux élections, en tout cas. Donc ouais, à part le Brexit sur la première saison, qu'on avait vraiment besoin de traiter, parce qu'en fait, on avait un problème, c'est qu'on allait tourner alors qu'il y avait encore des députés britanniques, et on ne savait pas quand est-ce qu'ils allaient partir, parce qu'ils n'arrivaient pas à partir. Et donc on ne savait pas quoi faire, et donc on a décidé de garder les députés britanniques et de jouer ce truc de ils savent qu'ils vont devoir partir mais ils savent pas quand, et ils sont dans une espèce de sans trop rentrer dans le détail non plus, quoi. La réalité, l'acteur, il y pense ou pas du tout? Parce que vous avez quand même rencontré des élus, des gens qui travaillent vraiment. Il y a ce travail de documentation, de préparation. J'étais sur les lézards géants, mais non, la réalité. Oui, non, en fait, moi, il y a une confusion constante entre le rôle que je joue et moi. Non, mais je veux dire, de fait, c'est un rôle qui colle un peu à la peau et je suis ravi. Mais c'est vrai que le risque est que la série se politise parce que je suis interviewé et je dis un truc. Et là, par exemple, hier, je faisais une interview et je préviens, j'essaie de dire, je ne peux pas me permettre, moi, de donner mon avis là, parce que je pense que ça aurait une conséquence sur la série. Je pense que pour Noé, potentiellement, c'est vrai aussi, c'est quand tu es l'image d'une série politique, tes convictions peuvent impacter. Et d'ailleurs, je pense que tu as des comédiens connus qui ont dit des choses, qui ont impacté leur travail, et là, c'est d'autant plus fort. Mais au-delà de l'opinion, juste d'ancrer le personnage dans la réalité du Parlement, tout simplement. Ah, oui, pardon, d'accord. Non, effectivement, je vois toujours les fictions comme un monde à côté. Et quand je suis sur un plateau, c'est toujours un univers, même si c'est réaliste. Et c'est jamais vraiment réaliste, je crois. En tout cas, quand je joue, je suis jamais dans un hyper-réalisme. Enfin, ça doit arriver, j'imagine, mais je m'amuse plus quand il y a un pas de côté, même léger, quoi. Comment on fait pour tourner au Parlement, mais pas qu'au Parlement, si je dis pas de bêtises, au Conseil, à la Commission? Vous avez monté les grades, si j'ose dire. Je crois savoir que ça a été un long processus d'arriver à Strasbourg, arriver à tourner à l'intérieur. Donc comment on fait? Et ça change quoi d'être dans les vrais lieux? Parce que nombre de séries politiques font passer l'Élysée ou de films, tournent dans un hôtel particulier ressemblant un peu à l'Élysée, et pif, c'est l'Élysée. Là, vous y êtes pour de bon. Ouais, mais surtout, on n'avait pas du tout les moyens de faire semblant d'y être. Donc on n'avait pas le choix du tout. En fait, c'est comme ça qu'on obtient l'autorisation, c'est quand on n'a pas le choix. Et c'est vraiment ce qui s'est passé. Donc comment on a est-ce que si je rentre dans ce tunnel là, c'est un peu de comment on a obtenu l'autorisation je fais un résumé, quoi. La version courte, le mail précédemment dans le Parlement, quoi. C'est les différents mails qui étaient des mails, beaucoup de mails. Voilà. Non, on a fait campagne, quoi. On a fait campagne pour avoir le droit pour qu'on nous autorise à tourner là. Et c'était vraiment marrant parce que c'était une façon de faire la série, enfin de rejouer la série dans la vraie vie. Et donc Maxime et Pierre, les fameux dont je parlais tout à l'heure, ont fait comme ça une stratégie où ils disaient bon bah voilà, en fait ce qui se passe c'est que ceux qui peuvent nous dire oui, parce que dans une bureaucratie tout le monde peut dire non, il y a une personne qui peut dire oui en général, et c'est la personne qui est tout en haut sur des choses un peu comme ça exotiques, comme tourner une série chez vous alors que ça s'est jamais fait. En fait il y a qu'une seule personne qui peut dire oui, c'est le secrétaire général du Parlement européen, et donc il faut le toucher lui, et lui, monsieur, c'est un administratif, c'est un administrateur, c'est pas un politique. Mais donc il a beaucoup de pouvoir, mais vous voyez, il y a deux trucs, il y a l'administration et il y a la politique, et en fait, les politiques, il est quand même censé répondre aux politiques, parce que c'est la maison des politiques, mais en vrai, c'est quand même lui qui a le pouvoir. Et donc c'était tout un truc de demander, notamment à beaucoup des députés, d'écrire, de se porter garant de la série, et puis de dire, voilà, on trouve que c'est vraiment une bonne idée qu'une série se fasse sur le Parlement européen. Et tout ça, et ça c'est marrant, tout ça en assumant que ça allait être une comédie, qu'on allait forcément un peu se moquer, donc il fallait qu'ils acceptent ça, et en les invitant à ne surtout pas lire les épisodes. Parce qu'une fois qu'ils ont lu l'épisode, ils ne peuvent plus nous autoriser. Les députés allemands ont refusé de vous aider. Non, mais c'est pas ça. Mais en fait, et ça c'est une réflexion qu'a eu Pierre, quelqu'un qui a très bien lu Max Weber, et qui dit, mais en fait, c'est un service qu'on leur rend
Et c'est comme ça qu'il faut leur dire. C'est une fois que vous avez lu les épisodes, si vous dites que vous avez lu les épisodes et qu'ensuite il y a un problème et que vous avez autorisé la série, vous avez un problème. Parce que si vous pouvez dire on n'a pas lu les épisodes, on a autorisé sur la bonne foi, etc., votre problème il est bien moindre parce que vous n'êtes pas garant, vous n'êtes pas dépositaire des blagues qui sont dans le scénario. Et donc en fait, c'est tout ce truc où il faut dire voilà, on va vous envoyer des résumés d'épisodes, histoire que si jamais si jamais ça tourne mal, en fait, il faut que la personne qui nous a dit oui puisse dire ah ça je savais pas, ils m'ont bien eu, c'est des salauds et tout ça, et que ce soit de notre faute. En l'occurrence, c'est jamais arrivé, tout s'est bien passé, puis ils nous ont laissé revenir, etc. Mais c'était un vrai cours de sociologie des institutions, de tout ce travail. Et puis on l'a fait en plus au PE, au Parlement, puis on l'a fait à la Commission européenne, et là on l'a fait au Conseil de l'Union européenne. Donc c'est à chaque fois comme ça des organisations assez différentes et qu'on apprend avec lesquelles on apprend à dialoguer, quoi. Et Xavier, ça fait quoi de tourner dans ces institutions-là? On s'en fout, c'est un studio comme un autre, il y a des caméras, de la lumière, où ça change quand même pas mal de choses. Ça change tout. On a vu les petites séquences là, dans l'hémicycle. Bien sûr, ouais, dans l'hémicycle, qui est l'un des espaces les plus emblématiques, mais c'est vraiment une chance inouïe. Et moi, je me suis tout de suite... en fait, c'est comme de mettre un costume. Je mets pas tellement de cravate dans la vraie vie. Contrairement à Noé qui met des cravates dans la vraie vie. Et du coup, le simple fait de mettre des chaussures de ville, un costume, et de poser ses chaussures de ville dans un parquet qui est un long couloir du Parlement, d'aller dans un hémicycle, c'est une arène qui est profondément, qui est un moteur de fiction très fort, et ça nous met instantanément dans le personnage. Et c'est fou comme tu peux n'avoir presque rien à jouer parfois. Aider du bon décor, du bon travail de déco et du bon travail d'accessoires. Moi je suis très attaché aux accessoires aussi. Sur Parlement, il y a des bureaux, donc a priori, quand tu es dans un bureau, tu peux dire ah ouais, bah, c'est pas grandiloquent ou c'est pas une aventure que tu vas vivre, mais en fait, si tu vois chaque objet comme un obstacle, ce qui est pour Samy le cas, Samy il est empêché par son entourage, que ce soit les gens, que ce soit les objets, les tables, les machins, ils tombent. Ça, c'est un truc qui, moi, me parle beaucoup. Donc, quand on arrive au Parlement, moi, à chaque fois, quand il y a un décor, souvent, j'aime bien, je m'entends bien avec les accessoiristes et les chefs déco, et je leur dis, n'hésite pas à me mettre des obstacles n'importe où, à mettre des objets dans mes trucs. Sur la saison 1 de Parlement, même, j'avais demandé, je suis allé un peu loin, mais j'avais demandé à la chef déco d'écrire moi-même toutes les notes de tous mes cahiers. J'ai vraiment, à la fin, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas utile. Ça m'a pris des heures et des heures, mais je voulais mon écriture, je voulais passer du temps. Après, je pense que c'était important en saison 1 de faire ces choses-là, d'ancrer vraiment le personnage. J'avais demandé même, mais bon, à passer une nuit dans le bureau, mais c'était évidemment impossible et illégal. Donc très important. Est-ce que cette inscription dans le cadre européen, comment elle apparaît dans la conception de la série? C'est une coproduction européenne, enfin il y a d'autres pays en tout cas qui sont impliqués, la Belgique et l'Allemagne si je dis pas de bêtises. Vous avez des acteurs des quatre coins de l'Europe, des techniciens peut-être, enfin en gros à quel point Parlement est européenne, pas seulement dans son sujet, et qu'est-ce que ça change d'avoir tous ces gens autour de vous qui, en tout cas pour les comédiens, viennent d'autres pays et parlent d'autres langues? Déjà, on a un premier assistant qui est devenu réalisateur sur la saison 3 et sur la saison 4, qui s'appelle Moritz Parisius et qui est allemand, figurez-vous, et ça file droit. Et il est non, et c'est quelqu'un de très important dans la fabrication de la série. C'est vraiment l'œil du cyclone. Pour ne pas dire l'œil de Berlin, et c'est un voilà. Et donc mais après sur l'équipe en elle-même pas tellement. Si on a quand même en saison 3 il y avait une co-autrice allemande, en saison 1 il y avait un co-auteur en britannique, donc ça a quand même sur les acteurs hein. Ouais, et après surtout c'est les acteurs, c'est le casting, et c'est vraiment un des grands plaisirs de cette série, c'est d'aller chercher des acteurs partout et d'être et en plus je pense que parfois on arrive à avoir des comédiens qui sont comment dire, qui viennent même faire un petit rôle ou quelque chose, qui viennent quelques jours parce qu'ils trouvent ça marrant de venir parce qu'ils aiment bien la série, parce qu'ils l'ont probablement vu une saison, et puis parce ils se trouvent ça marrant de venir et de tourner dans les lieux et de faire cette série avec des gens d'ailleurs, etc. Et ça c'est vraiment un des grands plaisirs de cette série, quoi. C'est de faire venir, alors il y a alors la série est coproduite à 50% par l'Allemagne, donc on a de toute façon beaucoup d'acteurs allemands. On a une directrice de casting qui travaille en Allemagne pour la série, et donc ça c'est presque à parité avec les Français. Et puis voilà, après on essaye d'aller chercher, on a écrit un rôle. Alors,
on a écrit un rôle, on se dit ok, ben ça il serait bien que ce soit un portugais parce que c'est un rôle pour un petit pays, alors qui on va pouvoir aller. Puis après, moi du coup maintenant je regarde beaucoup de séries. Enfin, pendant le processus de fabrication de Parlement, je regardais beaucoup de séries. Dès que je voyais une série européenne tomber, genre un truc slovaque par exemple, je me disais ah génial, enfin. Et donc je regardais ça et puis je prenais des notes des acteurs et des actrices. Et ça a été c'est fou, ça qui est génial. T'as raison, c'est vrai que dans toutes les saisons, et notamment je pense à Gustav, qui est l'acteur suédois qui joue Sven, qui est une star, et en Suède et dans le monde, et en saison 3, donc il arrive, c'est son premier jour de tournage, donc on est au maquillage le matin. Saison 2. Saison 2, pardon. Ah, c'est saison 2 ? Ah, le temps passe. Et il arrive, et donc il a une scène dans la journée, mais il n'a pas du tout de réplique. Donc, au cinéma ou dans les séries, quand on n'a pas du tout de réplique, on peut être considéré comme une silhouette. Bon, lui, c'était un acteur, mais donc sa première journée, il était juste assis, et il y avait juste une didascalie, donc une phrase dans le scénario qui dit à un moment, il est dépité. Et il joue le dépit, quoi. C'est un grand acteur, mais vraiment c'est un très grand acteur. Et donc on fait toute la scène, c'est une scène qui est longue, il y a un long monologue de Eamon, c'est sur la comptabilité, c'est complexe, on est plein d'acteurs, on a tous quelque chose à jouer. Et donc Gustave, il est là derrière, et à un moment juste il joue le dépit en faisant un bruit, une onomatopée, je sais pas quoi. Mais vraiment, tu vois, il pousse le truc, c'est comédie, c'est hyper crédible, c'est pas du tout bizarre. Et j'éclate de rire. Enfin, intérieurement, je crois, parce qu'on tourne. Et je me dis, waouh, le gars est trop fort. Et il avait passé 6 heures à attendre. Au make-up, il était trop sympa. Il est venu nous voir. Donc, bref. Et le soir même, je vais voir. Il y avait un film de Night Shyamalan qui sort, donc qui est un réalisateur américain qui fait des très gros films. Et le plan d'ouverture du film, qui est un blockbuster, c'est un plan serré de Gustave. J'ai dit, mais ce mec est une star. Mais qu'est-ce qu'il fout là ? Qu'est-ce qu'il fout là, ce gars ? Qu'est-ce qu'il fout là, quoi ? C'est un peu ça, et on a un peu ça avec plusieurs acteurs où effectivement on découvre que ce sont des vedettes. Et après, il y en a qui deviennent, Lise par exemple, qui joue Rose, est un peu devenue une vedette en Angleterre, malgré la série, j'ai envie de dire. Moi, c'est la première fois que je la voyais dans la série. Ouais, nous aussi. Et après, je l'ai revue. Et après, non, mais je veux dire, elle a fait un spectacle qui a été un carton, elle a fait, je sais plus, la couverture de je sais plus Lise quoi. Kingsman. Ouais. Alors, justement, on va regarder un petit quelque chose qui est au début des épisodes pour parler un peu de ça aussi, du côté linguistique de cette série. Hey. Hi. It's Hi, I'm Rose. I'm Sami. And we would love for you guys to watch the show in the original version. Ouais. Because it's just, it's more authentic. Ouais, c'est mieux quand même. Vous voyez, les sous-titres, c'est pas si compliqué à lire. What's that? Non, je dis les sous-titres, c'est pas si compliqué à lire. Yeah, what are you saying? Voilà. Les sous-titres. Les sous-titres. Les sous-titres. Les sous-titres. Ok. Les sous-titres. En version originale. Il y a un truc qui me vient, pardon, juste ce que tu disais sur donc, le côté européen des acteurs. Et typiquement, donc, Lise, qui est donc britannique et australienne, a étudié le théâtre en Angleterre et donc a des méthodes de travail qui sont très différentes des méthodes françaises. Et dans le jeu, et même de switcher de l'anglais au français, dans la manière d'aborder la comédie, les séquences, le rythme, tout est très différent. Et même un acteur comme par exemple Niccolò qui joue Guido, le lobbyiste italien. On a vu dans la scène d'avant. Exactement. Il joue super bien en français alors que son français est pas excellent. Enfin, il parle bien en vrai, il parle très bien, mais il joue super bien en français et il joue très différemment en anglais. Et je pense que c'est à la fois le poids des fictions américaines ou même des fictions du pays qui a une conséquence sur la manière de jouer, quoi. Espèce de mythologie, donc tu joues de cette manière parce que tu as vu tellement de films américains, alors qu'en français, il a peut-être moins de références, donc il joue un truc un peu plus bizarre et drôle, quoi. Alors du coup, pourquoi cette invitation à regarder en VO, ce qui est assez original, pourquoi c'est important de regarder cette série en VO selon vous, et au-delà de ça, à la fois dans l'écriture et dans l'interprétation, cette Babel européenne, qu'est-ce que ça apporte de la jouer comme ça? Parce que on a longtemps parlé des Europudding, de ces séries faites en coproduction européenne où chacun jouait plus ou moins dans sa langue, ou en tout cas avec un accent assez fort de son pays. Et on dit toujours, en fait, un des problèmes de la fiction en Europe, c'est justement ça, le problème de la langue. Il y en a d'autres. Mais c'est une des forces de Parlement. Donc comment on en fait une force et comment on se démerde avec ça? Parce que c'est pas si simple. Ouais, en fait, moi, c'est vrai que très basiquement, quand j'ai commencé à aller au Parlement européen, c'est quelque chose que je trouvais extrêmement beau
on se promène dans le Parlement et on entend vraiment parler plein de langues, et puis on se demande, tiens, c'est quoi ça, est-ce que c'est du slovène, et puis on est un peu paumé, etc. Et surtout, il y a quelque chose d'autre qui est très beau, c'est que les gens sont assez polyglottes. Donc, par exemple, Maxime et Pierre, pour revenir à eux, moi j'ai vraiment vécu des scènes, parce que donc on écrivait, on allait au Parlement pour écrire. Et donc ils croisaient tout le temps des collègues, des gens qu'ils connaissaient. Et donc il y avait vraiment des conversations qui commençaient en italien, parce qu'eux deux parlent italien. Ça passait au français, parce qu'un Français arrivait. Et ensuite, quelqu'un, je sais pas quoi, un Polonais arrive, et il parle pas ni français ni italien, donc ça passe en anglais. Et ça, je trouvais que c'était très beau, quoi. Vraiment, presque, enfin, simplement esthétiquement. Et donc, c'est quelque chose qu'on a essayé le plus possible. Après, la série est vraiment quand même en français, en allemand, en anglais. Et on essaye à chaque fois qu'on peut de glisser une langue en plus, de mettre un peu d'italien ici, un peu de roumain, d'espagnol. Une pointe d'espagnol dans la scène qu'on avait avant. Et on encourage comme ça les acteurs dès qu'ils peuvent à, je sais pas quoi, à insulter, enfin quand ils doivent jurer, de jurer dans leur langue, ce genre de choses. Donc moi c'est juste quelque chose que d'un point de vue esthétique que je trouve très beau, et puis qui évidemment raconte le lieu et sa singularité, etc. Et après, sur la question de le regarder en VO, après il y a des choses toutes simples, c'est qu'il y a des scènes dont la situation ne fonctionne que parce que y a par exemple un personnage qui ne comprend pas la langue que les autres parlent. Il n'y en a pas 1000, mais il y en a quand même régulièrement. Et donc dans la version doublée, c'est beaucoup plus compliqué. Ces petites introductions, elles n'étaient pas depuis le début, hein, je dis pas de bêtises, elles sont apparues... Non, parce que la première saison n'a pas été doublée. En fait, à partir de la deuxième saison, on a eu une diffusion linéaire, comme on dit chez les gens du métier. C'est-à-dire qu'on est passé à la télévision. Sur France 5, et donc il y avait la nécessité de doubler la série, et donc on s'est dit dans ce cas on va tourner ces petits clips au moins pour que les gens sachent que, parce que moi je sais que, enfin ça arrive aussi régulièrement, je sais plus, l'autre série comme ça que j'avais vue, c'était la série d'Assayas là, Irma Vep, oui. Pareil, qui est une série bilingue, machin, et en fait ça peut complètement passer à la trappe si les gens sont pas au courant que qu'ils regardent pas la version originale. Puisqu'on vous a tous les deux, je voulais voir un peu comment on travaille ensemble. Donc avec une question pour Noé qui serait globalement comment on choisit l'acteur principal d'une série. C'est un vrai enjeu parce que ça peut durer. Là en l'occurrence 4 saisons, ce qui est déjà pas mal du tout. Je citerai une réplique une réponse que vous aviez donnée dans un papier qu'a fait ma collègue Émilie Gavoy, un portrait de vous, où vous dites « Chaque acteur est responsable de son personnage », c'est-à-dire... Et Xavier, quelle place ça tient un acteur principal de série, a fortiori quand il est scénariste comme vous pourriez vous mêler de tout ce qui vous regarde. Est-ce que c'est une tentation? Voilà, l'un et l'autre, comment on s'entend, comment on travaille ensemble? Sur le casting, en fait, moi, ça a été une expérience vraiment passionnante, parce que j'avais jamais fait de série avant de faire Parlement, mais j'avais écrit plusieurs films, et donc j'avais vu les films se préparer, etc. Et quand on a commencé à caster Parlement, on a vraiment auditionné, enfin la directrice de casting a auditionné vraiment beaucoup de monde. Et se poser la question de qu'est-ce qui fait un bon acteur de série singulièrement. Et j'étais un peu perdu là-dessus, et j'ai vu, et tout d'un coup je suis tombé dans Brooklyn 99, la série avec Andy Samberg, qui est vraiment une série qui n'a aucune qualité, à part Andy Samberg. Ça veut dire que les scénarios sont assez Vous êtes sévère. Quoi? C'est plutôt marrant quand même. Non mais justement, c'est ça le truc. André Breuer, non mais j'en ai regardé 22 d'affilée. C'est pas le débat. Je me disais mais pourquoi je regarde ça? La facture est nulle, les décors sont pas possibles, les intrigues sont invraisemblables. C'est pas vraiment drôle. Enfin les scénarios ne sont pas vraiment drôles. Tous les personnages secondaires ont une vanne. Qu'est-ce qui se passe quoi? Pourquoi ça m'intéresse? Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était la chronique ciné de Noé Debré. On retrouve la semaine prochaine dans Le Masque et la Plume. Non, mais c'était Andy Samberg. Et il arrive, et lui, il a une présence comique extraordinaire. Donc Xavier, c'est le Andy Samberg. Exactement. Et je me suis dit, non, et sur le coup, j'ai paniqué. Je me suis dit, mince, en fait, on aurait dû écrire pour un acteur. C'est pas possible, on va pas pouvoir trouver Andy Samberg à la fin. Il fallait écrire, et j'imagine que Brooklyn Nine-Nine, je vais pas regarder, mais j'imagine que c'est écrit pour lui. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. Comme les meilleurs. Et là, je me suis dit, ah là, tout d'un coup, ça me frappe. Toutes les meilleures séries comiques sont écrites pour les acteurs. The Office, c'est Ricky Gervais qui écrit pour lui-même. Curb Your Enthusiasm, Seinfeld, ça, toutes les références, en fait, sont des séries écrites pour quelqu'un. Quand le gars est pas l'auteur lui-même.
Voilà, exactement. Et je me dis, oh là là, comment je me suis pas rendu compte de ça? Qu'en fait, une série, c'est certes des scénarios un peu marrants, un sujet et tout, mais c'est d'abord une personnalité comique. Un clown, en fait. Et voilà. Et Xavier a passé les essais et ça a complètement réglé son compte à cette préoccupation parce que on voyait Xavier, en fait, aux essais et il était extrêmement drôle. Et en fait, vraiment, moi, je me souviens de le montrer à mes co-auteurs à l'époque, dont mon co-auteur britannique, qui m'a dit non, mais ce mec, en fait, il n'y a plus de soucis à se faire. Et donc, la patate chaude, elle est pour lui, c'est lui le responsable. Absolument, non mais c'est ça, et je pense qu'en fait, il y a beaucoup ce truc de oui, les textes, les gens qui écrivent bien les dialogues, etc. Et tout ça, en fait, moi, je pense que oui, un peu, mais pas vraiment. En fait, ce qui compte, c'est d'avoir un acteur drôle devant. Donc l'acteur dit c'est les scénarios et le scénariste dit c'est l'acteur. Ouais, mais non, mais parce qu'il est modeste. Mais en réalité, c'est Xavier, c'est un acteur, c'est comme Jean Dujardin. C'est à un moment, c'est des gens qui sont drôles. Steve Carell, il est drôle, quoi. Et bon, alors parfois on le voit et puis c'est pas drôle. Alors on se dit waouh, ça c'est vraiment, les textes sont vraiment extrêmement mauvais parce que pour réussir à ce que Steve Carell soit pas drôle, comment font-ils? Mais moi j'ai ce sentiment-là, j'ai vraiment une confiance et c'est pour ça qu'on a fait 4 saisons. C'est que j'ai une confiance infinie dans le fait que Xavier, dans une situation, ça va être drôle. Non, bah, je suis très très touché. Moi, je suis, non mais je suis extrêmement touché. Non mais c'est parce que moi c'est une chance inouïe cette série pour moi, donc je suis extrêmement touché. Et c'est vrai que je rejoins Noé sur certains trucs, mais c'est vrai que oui évidemment. Sors-toi de là, vas-y. Ouais. Non, non, mais en l'occurrence pour Parlement par exemple, moi j'avais entendu parler de la série quand elle était en écriture, parce que je jouais, c'est à la fois c'est jouissif, mais c'est très dur pour moi parce que ça te met à un endroit quand t'es acteur tu attends le désir des autres on te dirige, il y a quelque chose d'assez particulier, donc je n'aime pas passer des castings, j'aime pas voilà, c'est pour ça que je suis heureux d'écrire la moitié de mon temps. Et quand la série Parlement était en écriture à l'époque, je voulais à tout prix écrire sur ça. C'était une série qui dans ma tête a buzzé immédiatement. C'était il y a 10 ans, c'était 2015 pardon, 2015, 2016, je sais plus. Et je me dis putain, il faut que je participe à ce projet. Je veux trop faire cette série. Et en fait, quand c'est parti, donc ça s'est pas fait, mais pour aucune raison particulière, hein, mais quand c'est parti en préparation, en casting, quand les gros projets comme ça partent dans le milieu, tout le monde se dit ah putain, il y a le casting de Parlement. Et c'est la première fois que j'ai eu envie de passer un casting vraiment fortement, avec sincérité, avec vraiment. Et donc j'ai beaucoup travaillé pour ce rôle, paradoxalement, parce qu'on dirait pas, mais j'ai préparé ce casting beaucoup et je me suis mis une pression très forte et j'avais très 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 envie de le faire, mais vraiment une envie immense et je me voyais dans ce truc-là, quoi. Donc ensuite les scénarios, mais parce que les scénarios depuis le début était absolument exceptionnel. Mais c'est un truc que je dis vraiment avec une sincérité totale, quoi. Ces scénarios sont et à chaque saison, c'est ça qui est fou, quoi. C'est que tu reçois, moi j'ai la chance, donc je les reçois par mail, donc je les lis et mais j'éclate de rire tout le temps à chaque saison que je lis. J'envoie des textos à Noé et encore je me réfrène parce que sinon j'écrirais des textos tout le temps. Je dis putain mais c'est énorme, mec c'est trop drôle, enfin vraiment. Et je suis un spectateur mais total, quoi, à la lecture des scénarios. Donc donc. Mais cette responsabilité, vous la ressentez ou au contraire vous avez votre texte, vous le jouez, la responsabilité c'est à lui d'être drôle et au co-auteur? Alors oui, les scénarios sont parfaits, donc la responsabilité. Si, pour être honnête, je ressens quand même une responsabilité et je travaille en amont quand même parce que je suis très angoissé, mine de rien. Donc quand même, j'ai conscience de ça. En particulier en saison 1, j'étais très angoissé, je travaillais beaucoup, je réfléchissais beaucoup à plein de choses. Rien d'intellectuel, encore une fois, que physique, à me dire mais ok, comment je fais, je vais me retrouver là, putain, il y a ça, il y a ce bureau, il y a cette table, il y a le clavier d'ordinateur, mais il faut que je trouve des trucs. Donc je travaillais beaucoup en amont, en hypnose en l'occurrence, mais pas que, mais chez moi, voilà, je bougeais physiquement dans le personnage et je passais du temps à faire ça. Et il y a un moment où le truc prend parce que il y a un truc dont le clown naturel de l'acteur se fusionne un peu avec le rôle et ça devient. Mais sur le plateau, en revanche, et même quand je lis les scénarios, je n'ai pas du tout un regard d'auteur. Mais vraiment, déjà, il y a une chose, c'est que Noé et son équipe écrivent ces scénarios avec une décontraction apparente, en tout cas, mais je crois, qui est absolument déconcertante, qui n'existe pas, qui est extrêmement rare. Ils ont un talent qui fait qu'ils arrivent à faire de la sociologie, de la philosophie de manière drôle, à croiser des intrigues, quelque chose que j'ai
je n'arrive pas à faire. Moi, je suis un scénariste beaucoup plus scolaire, je pense, etc. Donc je passe par plein d'étapes et c'est dur et c'est long. Et Noé, lui, arrive à lâcher prise dans l'écriture alors que c'est extrêmement intellectuel. Et quand je reçois les scénarios, ils sont absolument parfaits. Donc à aucun moment, mais sincèrement, donc à aucun moment, j'ai un point de vue d'auteur, et encore moins sur le plateau où moi ma volonté c'est d'être absolument vraiment une poupée, enfin une poupée, un pantin. Mais vraiment, c'est ce que j'aime le plus, c'est vraiment on fait ce que tu veux. On y va, go. On va regarder un dernier extrait qui n'est pas un extrait de Parlement pour parler du collectif, de la notion de collectif en série et au-delà de la série. Un petit extrait d'un film dans lequel vous jouez très récemment. Ils sont encore coincés. Oh là là. Merci. Delphine. Oh, je vous réveille, pardon. Dites, j'ai prévu pas mal d'activités pour le trajet, ça vous embête si je mets un CD? Non, non, allez-y. Ah, merci. Les enfants, on va se faire un blind test. Donc, si vous trouvez le morceau ou l'artiste, vous gagnez des points. Ok? Allez, Abéamous, en avant la musique. Y'a Intel, Exi, Katasago, Tibi. Écoutez bien les paroles et la mélodie. Vous les aidez pas, mademoiselle Fiat. Yam Sapiens, Wideris, Witamno, Wamcolis. Allez, 10 points pour le morceau, 10 points pour l'artiste. C'est quoi cette chanson pétée là? C'est un tube ultra connu, c'est facile. Liberta et tas. 3, 4. Excusez-moi, on arrive dans combien de temps? On arrive dans combien de temps? 18 heures. Le refrain. Costur imperiam, si vuoi in fuga, come si la tête go, cadiawari ni paun, come ni te chiara, animal requiem, per di queste tigres, Utadouk Mehames. Utadouk Mehames. Ah, Utadouk Mehames, c'est facile, c'est le début de pour que tu... Pourquoi tu m'aimes encore? Mademoiselle Fiat, on avait dit vous les aidez pas. Bon, voilà, c'est Céline Dion, évidemment. Je sais pas qui c'est. Céline Dion, tu sais pas qui c'est? Oh, j'en reviens pas, quoi. Vous avez jamais vu Titanic? Titanicus? Bah, Céline Dion quand même, les enfants. Bah, franchement, l'accent québécois, tout ça. Moi, je maîtrise plus l'accent belge. Ah bah toi aussi. Allez, ça va. Bonne petite plâtrée de frites. Donc un extrait de Bis Repetita d'Émilie Noblet, qui est donc une des réalisatrices de Parlement, vient de sortir d'ailleurs il n'y a pas longtemps L'Esprit Coubertin de Jérémy Saint, autre réalisateur. Donc avant de parler peut-être d'une école Parlement, d'abord on vous a eu tous les deux à quel point, surtout vous qui avez fait des films, qui avez écrit des films, à quel point cette notion de collectif, en fait on aurait dû être 45 sur scène pour bien représenter la série. Ouais, absolument. C'est en plus, c'est par ailleurs quelque chose que je pense souvent sur les films aussi, mais sur la série et sur Parlement en particulier, c'est évident. Parce qu'on a été à chaque fois 4 auteurs pour écrire toutes les saisons, puis il y a 2 réalisateurs au départ, puis 3, puis 5 maintenant, ou je sais plus, on a un nombre incalculable de réalisateurs sur la saison 4. Et s'ajoute à ça en plus l'équipe elle-même, les chefs de poste, ça veut dire toute l'équipe artistique, et qui est très solidaire sur Parlement, parce que quand même c'est des conditions de tournage. Alors on est au Parlement et puis tout le monde est content d'être là, mais on doit tourner 8 minutes par jour, donc 8 minutes utiles par jour, c'est-à-dire 8 pages par jour. Et donc comme ça, 8 minutes, ça semble absurde, on le fait en 1 heure. Mais en fait, non, 8 minutes, c'est énorme à tourner sur un long métrage. On tourne, sur mon film, qui était un petit film un peu fauché, on tournait, je pense, 2 minutes et demie par jour en moyenne. Et c'est-à-dire, j'entends les 8 minutes qui vont finir à l'écran. C'est-à-dire que vous allez voir monter à la fin. Et en fait, du coup, c'est très concentré. Et la dernière fois, j'étais sur le plateau pendant la saison 4 et je me disais, mais qu'est-ce qu'on fait faire à Xavier, quoi? C'est terrible. Donc, bref, donc, ça veut dire que c'est une intensité de tournage très forte et ça nécessite une équipe très solidaire.
Et c'est vraiment quelque chose qui a été très heureux sur Parlement, c'est la rencontre avec Émilie Noblet et Jérémy Saint en première saison. Et je pense qu'il y a eu, parce qu'on n'a jamais eu de conflit d'ego, etc. Et je pense qu'il y a aussi eu quelque chose de générationnel qui s'est joué à un moment où tout le monde avait un peu un enjeu à être là. Ça veut dire, Émilie, elle avait fait HP sur OCS, mais donc Parlement, c'était bien plus gros quand même. Jérémy, il avait fait Tétard sur Canal+, qui pareil était un format court. Donc ils étaient tous les deux en train de faire quelque chose de plus gros. Moi, j'avais jamais fait de série, je faisais une série. Xavier, je pense que c'était la première fois que tu avais un rôle principal, etc. Et tout le monde était un peu, à part Philippe Duquesne, qui joue Michel, qui lui est une vedette, mais qui était très sympa quand même. Mais il n'y avait pas de... tout le monde et tout le monde était un peu sur la pointe des pieds. Et c'est quelque chose qu'on a essayé de maintenir de saison en saison sur Parlement. C'est-à-dire que tout le monde... Et un peu là, c'est un peu sa chance quand même. Et je pense que ça a participé à la qualité de l'expérience. Et aussi, je crois que ce que je ressens très fort quand je vois des extraits de Parlement, etc., quand je vois la série, quand j'y repense, c'est que je trouve que la série communique vraiment le plaisir qu'on a eu à la faire. Et ça, je trouve que c'est quelque chose auquel je pense beaucoup quand je tourne moi ou quand je vois des trucs que j'ai écrits se faire, c'est de rappeler aux gens qu'en fait, on ressent le plaisir que surtout pour les comédies, enfin, principalement pour les comédies, on ressent le plaisir qu'il y a à faire la chose. Il faut être plus généreux quand on fait une série, fatalement. Enfin, je veux dire, là, on pourrait dire la série de Noé Debré, créateur, showrunner, etc. Est-ce qu'en fait, là où sur un film, valable pour Xavier aussi, là où sur un film, on peut prendre toute la lumière, si j'ose dire, sur une série, impossible. Ouais, et comment on gère ça d'ailleurs? C'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? Mais moi, même sur un film, moi par exemple, je veux jamais qu'il y ait un film de Noé Debré, ça me va pas du tout. Je mets mis en scène, ou scénario et mise en scène, ou réalisé par. Et là, c'est pareil, c'est pas une série 2, quoi. C'est créé par. Et je pense que. Enfin, ça me. Bon, après, c'est des grands débats, et puis ça a un rapport, ça vient de quelque part dans l'histoire. C'est-à-dire que les réalisateurs ont commencé à vouloir dire un film 2, c'était pas pour écraser les scénaristes, c'était pas principalement pour écraser les scénaristes, c'était surtout pour prendre le pouvoir sur les producteurs, et ils avaient toutes les bonnes raisons de le faire. Mais aujourd'hui, je trouve que, bref, j'ai l'impression qu'on est dans un déséquilibre autre, et qu'en plus, ça rend les gens fous. C'est qu'en fait, quand les gens signent des œuvres comme ça, des films, des séries, alors qu'en fait, c'est évidemment des œuvres collectives, en fait, ça les rend narcissiques et paranoïaques et très malheureux. Parce qu'en fait, ça fait d'eux des imposteurs. On fait d'eux des imposteurs. Mais si je vous dis demain, vous n'avez pas le temps, là, Parlement, enfin, maintenant c'est fini, donc ça ne marchera pas, mais imaginez, il y a une saison 5, vous n'avez pas le temps. Bah, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Émilie, Émilie Noblet, qui allait faire son film, qui n'a pas pu continuer à tourner Parlement. Est-ce que c'est possible? Et j'allais dire, après, il y a des séries aussi où même l'acteur principal, parfois, est allé faire autre chose. Est-ce qu'une série, c'est un objet artistique, ce qui peut vivre sans vous? Moi, si aujourd'hui, par mes co-auteurs Pierre et Maxime disaient nous, on veut faire une saison 5, on a une idée, on est partant, alors que moi, j'ai d'autres projets, je serais très heureux de voir ce qu'ils font. En fait, moi, je serais un grand plaisir de spectateur pour moi. Je pense qu'on aurait plus de mal à se passer de Xavier, par contre. C'est vrai, parce que je pense que un spin-off sur Eamon. Sur Eamon, on y a beaucoup pensé. Mais alors, il y a... Ouais. Non, un autre projet. Mais non, moi, je trouve que ça est pareil. Ça, c'est le truc joyeux des séries. Et d'ailleurs... il me semble, par exemple, VIP, qui est une série qui est une des inspirations de Parlement, il me semble qu'il change de showrunner à la saison 5 ou quelque chose comme ça, où c'était Armando Iannucci, puis ça devient Dave Mandel. Et puis, en fait, quand on fait gaffe, ça se voit et ça se sent, mais c'est cool. En fait, la série se renouvelle, et puis les 2 dernières saisons sont super, ou 3 dernières d'ailleurs. Et ça, ouais. Après, j'ai quand même l'impression que t'as... Enfin, moi, je suis moins sûr que si tu partais, la série garderait son identité. Elle pourrait peut-être être bien, mais ce serait... Elle changerait, ouais, mais c'est ça qui serait intéressant. Je pense qu'il ne faudrait pas essayer de faire la même série, mais ce serait génial d'essayer de poursuivre ce projet dans un autre mode un peu. J'ai l'impression que toi, tu as aussi réussi à
de la saison 1 à la saison 4, là, à être extrêmement rigoureux sur le socle, à chaque question, sur le casting, sur l'écriture, sur les décors, sur plein de choses, d'une manière suffisamment intelligente. Et ensuite, tu as une personnalité qui fait que tu as réussi à faire confiance et du coup à ne pas souffrir de passer le relais à certains endroits, tout en restant quand même toujours un peu là. Et même, je prends un exemple de la saison 4, il y a un épisode que j'ai adoré, je peux pas vous spoiler, mais il y a un épisode qui est vraiment qui est trop drôle, quoi. Et c'est un truc on touche à un truc presque weird, un peu absurde, et en même temps c'est complètement resté parlement. Et je trouve que c'est vraiment ton endroit, ça. Ouais. Tu vois, ouais, mais sur le merde, je sais plus ce que je voulais dire. Sur la capacité d'une série de... Ah oui, sur le fait de donner, moi c'est aussi parce que c'est hyper plaisant. Ça veut dire que... Et ça, c'est voilà, moi, avant, en même temps et avant, j'ai fait beaucoup de cinéma et j'ai eu beaucoup de chance avec les réalisateurs avec lesquels j'ai travaillé parce que, quand même, la grande frustration immémoriale des scénaristes, c'est de se dire: ah, ce salaud, il m'a complètement gâché ce scénario génial que j'avais écrit parce qu'il n'a rien compris. Et moi, je suis pourri gâté de ce point de vue parce que j'ai travaillé avec des grands réalisateurs et des réalisatrices passionnantes, etc. Et donc, souvent, ils en ont quand même fait des choses qui sont bien mieux, je pense, que ce que j'aurais fait moi-même. En tout cas, je le reconnais. Et donc, de voir arriver des choses et de se dire: waouh, je pensais pas que ce serait aussi bien, ça, c'est quand même un plaisir de scénariste et un plaisir rare. Et avec Parlement, il y a forcément de la déperdition. Il y a des trucs où on se dit: tiens, soit ils n'ont pas eu le temps, soit ils n'avaient pas compris, en fait. Bien que de moins en moins au fur et à mesure des saisons, parce que même les acteurs comprenaient de mieux en mieux leurs personnages, et puis voilà, et puis on savait de mieux en mieux comment communiquer tous ensemble. Mais c'est génial de voir arriver des rushs, parce que donc, je vais relativement peu sur le plateau, et de voir arriver par contre, je regarde les rushs tous les jours, et de voir arriver les rushs et de trouver ça hyper drôle, et pas à l'endroit où on croyait, ou pas de la façon dont on croyait. Et ça arrive tout le temps sur Parlement, et c'est génial. Avant de laisser le public poser des questions, j'ai une dernière question pour revenir à l'Europe. J'ai réalisé en fait que très récemment, que des séries qui parlent d'Europe ou qui mettent l'Europe en scène d'une quelque façon que ce soit, il y a eu quelques polars où c'est des flics de différents pays qui collaborent, Interpol, ce genre de choses. Il y a Parlement qui pour le coup a les deux pieds dedans, et puis Salade grecque qu'on a vu récemment, qui d'une autre façon, donc la série déclinée de Cédric Lapiche, de l'Auberge espagnole. Selon vous, pourquoi l'Europe est une matière scénaristique ou une matière fictionnelle si peu exploitée? En fait non, pas je m'arrête là, point d'interrogation. Mais je suis pas sûr. En fait, le problème, c'est de se dire qu'une série parle... Enfin, c'est la première fois que je me dis ça en vous écoutant poser la question, mais je crois pas qu'on... En fait, j'ai l'impression que probablement plein de séries ou plein de films sont européens. J'y pense parce que mon co-auteur est là, Karim Boukarcha, avec qui on a écrit Le Monde est à toi de Romain Gavras. Et en fait, le film, pour ceux qui l'ont vu, c'est un film européen quelque part. C'est-à-dire, on commence à Paris avec un personnage en banlieue parisienne, puis il part en Espagne parce qu'il va chercher de la drogue là-bas. Là-bas, il a un conflit avec des Anglais qui sont là, nanana, et puis il repart. Et en fait, pourquoi le film est européen? Pas parce qu'on s'est dit génial, on va faire un film européen. C'est parce qu'en fait, on a commencé à se documenter sur la réalité, et la réalité était européenne. Et donc en fait les séries ou les films et la fiction en général va être de plus en plus européen au fur et à mesure que nos vies sont de plus en plus européennes. Et d'ailleurs je pense que quelque part c'est quand même pas mal le cas, même sur les acteurs. On a, je sais pas en ce moment, je sais pas quels seraient les bons exemples, mais moi récemment j'ai revu Harry, un ami qui vous veut du bien. Ah oui. Et c'est Sergi Lopez qui joue un mec qui était au lycée avec le personnage principal. Et le type a un accent espagnol, et c'est jamais expliqué. Ah ouais. Ou si vous regardez Garde à vue, Romy Schneider, qui a quand même un petit accent allemand, est censé avoir été au lycée avec Serrault, je crois. Et puis bon. Anatomie d'une chute. Anatomie d'une chute, absolument. Anatomie d'une chute, super exemple. Après, moi, ce que je trouve un peu décevant, ça c'est mon truc, c'est qu'il parle tout le temps en anglais, alors qu'en fait, j'aurais adoré voir cette scène d'engueulade en allemand, d'autant que Samuel Théis parle allemand, puisqu'il est de Lorraine. Voilà. Et donc, je le sais, voilà, je sais. Et non, mais parce que du coup, nous, on traquait tous les acteurs qui parlaient un peu allemand, quand même. Dès qu'on entendait parler de quelqu'un. Ça fait pas de ces histoires-là des histoires
européenne au sens où le matériau de ce qu'est l'Europe, de ce que sont quoique si les différences culturelles, si il en est quand même question un peu. Mais parce que nos vies le sont, mais parce que oui, après sinon il y aurait un sous-genre à faire qui serait des films sur la politique européenne. Et là ça devient autre chose, ça devient effectivement. Pour reprendre le salade grecque, c'est pas un truc politique, c'est des gens qui viennent des quatre coins d'Europe qui se retrouvent ensemble. Mais comme l'auberge espagnole, parce que c'était un phénomène, mais encore une fois parce que le réel précède sa représentation. Donc il y a l'auberge espagnole parce qu'il y a Erasmus et parce qu'il y a cette expérience-là et que en fait Clapiche dit j'imagine, je me mets à sa place, mais j'imagine se dit je vais aller filmer l'expérience de cette génération et il y va, il le filme. Et en fait c'est là parce que c'est une réalité. Et donc quelque part je trouve que la démarche Parlement c'est à part de ce point de vue-là, mais on aura un cinéma aussi européen qu'on aura un continent unifié en fait. C'est tout pour moi. Nous avons des micros s'il y a dans la salle des questions. Nous allons donc passer aux questions du public. Ne soyez pas timide. Bonjour. Moi j'avais une question du coup sur, sans spoiler bien sûr, sur la fin. Est-ce qu'elle a été dure à trouver? Est-ce qu'elle est naturelle? Et Xavier, qu'est-ce que vous avez pensé de la fin? Est-ce que vous êtes content? Moi, j'ai adoré la fin. J'ai adoré Il y a eu un processus d'écriture complexe, je pense, tu t'en parleras, mais moi, j'ai adoré la tournée. J'étais extrêmement ému. Je peux vraiment rien vous dire sur la fin. Absolument rien vous dire. Mais ouais, non, j'étais extrêmement ému. C'était vraiment... la scène, je trouvais extrêmement poétique. Moi, j'ai adoré. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que ça vous dit? Bon, j'ai adoré. Ouais. Alors, est-ce que ça a été dur à écrire? Et j'ai élargi la question. Écrire une fin de série, c'est un exercice particulièrement complexe parce qu'on a tout le passif et puis il faut conclure quelque chose. Ou pas d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, mais en fait, vu qu'à chaque fois on était quand même dans un sérieux doute que la série soit reconduite, parce que ça nous semblait aberrant, on a toujours écrit des fins de série à chaque fin de saison. Donc on a beaucoup il y a beaucoup de finales dans cette série. Et donc ça a été dur à écrire. Oui, si, ça. En fait, c'est difficile d'en parler comme ça, mais il y a toujours la question de est-ce que vous allez dans la surenchère, est-ce que ce que vous voulez c'est un feu d'artifice et tout ça, ou est-ce que vous allez dans l'intime, est-ce que vous dites on va toucher quelque chose de vrai et d'émouvant, mais quelque chose de petit, voilà. Et sur les saisons 2 et 3 principalement, on était vraiment dans la surenchère, c'est-à-dire qu'on finissait sur des numéros musicaux, etc. Et donc la saison 4, on s'est posé cette question, elle s'est posée de cette façon-là. Et voilà. Vous avez déjà le micro, formidable. Bonsoir. Donc déjà, je voulais dire, je suis une fan absolue de la série. Donc déjà, je voulais vous remercier pour tout le bonheur que vous m'avez donné. Fabuleux. D'ailleurs, j'en parle autour de moi, je dis qu'elle est très pédagogique. Non, je plaisante. Faites pas ça. Je dis surtout qu'elle est ultra... Non, Samy, non. Qu'elle est ultra drôle et très intelligente, très fine, et ça fait un bien fou de voir autant d'intelligence dans une série. Donc déjà, je voulais juste dire merci. Et la saison 4, c'est la dernière. Faut pas quand même s'arrêter sur cette lancée. Est-ce que ça vous a pas donné envie de faire la même chose sur l'Assemblée nationale ou le Sénat français? Je pense que ça aurait un succès faux. C'est très marrant parce que tout à l'heure, j'ai donné une interview parce que du coup, avec les élections qui approchent, je suis invité à toutes sortes de trucs. Et parfois, je ne sais pas du tout ce que je fais là. Et là, c'était vraiment le cas aujourd'hui où j'étais invité à Radio... justement à France Info. Donc, je suis allé à la maison de la radio, sauf que c'est à France Info Télé. Et ça, je ne le savais pas. Et donc, j'ai dû monter dans un taxi et aller à France Info Télé. Et je suis arrivé sur le plateau et la présentatrice m'a dit « Bon, j'espère que vous avez des idées de quoi parler pendant 8 minutes parce que voilà, je suis pas sûr. » Et moi, j'avais rien. Bref, à un moment, elle m'a posé cette question et je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'ai une réponse que je prépare à l'avenir parce qu'on me la pose souvent, le truc de l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? C'est que je consulte mes 2 co-auteurs, Maxime et Pierre, pour leur demander ce que je dois dire. On cherche des punchlines comme ça sur un groupe WhatsApp. Et là, la meilleure punchline qu'on a pour l'instant, c'est Maxime qui a dit, mais le problème de faire une série à l'Assemblée nationale, c'est que vu qu'il y a le 49.3, il n'y a aucun suspense. Et c'est un peu ce que j'en pense, quelque part. Parce qu'en vrai,
au Parlement européen, ce qui est super, et nous, ce qu'on raconte, c'est la mécanique de négociation, de compromis, et ça, moi, ça me passionne, parce que comment est-ce qu'on se met d'accord, qui obtient quoi, pourquoi quelqu'un obtient quelque chose, pourquoi on lui donne quelque chose alors qu'en fait, on n'est pas obligé, et ça me passionne. Et à l'Assemblée nationale, moi, il n'y a pas ça. En tout cas, ça se passe pas comme ça. Je sais pas, hein, peut-être, mais c'est pas tout à fait notre culture politique. En tout cas, alors peut-être que justement, ce serait intéressant de faire une série là-dessus pour renouveler cette représentation et qu'on se rende compte que c'est pas comme on croit. Auquel cas, moi, j'ai un peu l'impression d'avoir déjà un peu fait le tour au PE. Mais je serais très curieux de la voir, cette série. Mais du coup, j'ai pas de... Le Parlement européen, pour moi, c'était la métaphore de la complexité du monde. C'est-à-dire, c'est très compliqué. Le monde dans lequel on vit est très compliqué. Et comment on va s'en sortir, quoi. Et comment est-ce que, à l'intérieur de cette complexité, on peut... un personnage comme Samy peut réussir à faire un tout petit peu, à accomplir quelque chose, quoi, à faire quelques mètres et tout ça. Et l'Assemblée nationale, je ne sais pas de quoi c'est la métaphore. En tout cas, pour l'instant, je ne l'ai pas. Donc, je serais bien normal de faire une série dessus. Et puis, je ne sais pas s'ils nous autoriseraient à tourner là-bas. Par ailleurs. Je ne sais pas, peut-être en même temps. Il y a des séries tournées, non? Il n'y a pas des scènes de Baron Noir Si, effectivement, il y a une scène de fin de saison où lui fait un grand discours en bleu de travail. Il y a un, ouais, c'est ça. Possiblement qu'ils l'ont tourné. Après, il a qu'à le faire, Benzekri. Qu'est-ce que... Il n'y a pas que moi, il y a lui aussi, quand même. C'est moins marrant, quand même. Demandez-lui. On lui demandera. Ouais, mais c'est solide. Ouais. Oui, bonjour. Merci pour cette rencontre, c'était très intéressant. Je me posais la question, est-ce que cette série elle est vue dans beaucoup d'autres pays européens et comment elle est perçue dans ces pays? Est-ce qu'elle est perçue partout pareil ou Elle est vue, oui. Alors elle est beaucoup vue notamment en Allemagne parce que donc on est coproduit en Allemagne, donc et puis elle est très diffusée dans un système télévisuel allemand que je ne comprends pas parce qu'il y a genre 5 chaînes comme si on était en 65. Je ne sais pas comment est-ce que les Allemands se divisent leur pays et pourquoi on a autant de chaînes allemandes qui coproduisent cette série. C'est très mystérieux, mais voilà. Donc en tout cas, ils nous envoient de l'argent, donc on est content. Et en cash en plus, en plus. C'est bizarre. Non, des Mercedes. Ils nous envoient des Mercedes qu'on doit revendre. C'est hyper galère. C'est une grosse galère. Mais Fabienne, la productrice, doit gérer ces trucs de voitures allemandes. Enfin bon. Ou vers une concession. Enfin, c'est compliqué. Bon, allez, on s'arrête. Et donc, il y a les Allemands. En Belgique, on avait une petite chaîne de télé que peu de gens connaissent en Belgique. Et c'était une grande frustration. Un restaurant. C'est un restaurant également. Et une chaîne. Et un restaurant. Et c'était une frustration pour nous parce que ça voulait dire que les gens dans la bulle bruxelloise n'avaient pas accès à la série. Et ça vient d'être enfin corrigé puisqu'elle est sur la plateforme de la RTBF. Et par ailleurs, la série a été vendue dans pas mal de pays. Elle a été bien, je sais qu'en Espagne, notamment, elle a été pas mal vue parce qu'à un moment, on a vu plein de tweets en espagnol qui parlaient de la série. Et ça, c'était assez marrant. Elle est sur Filmin en Espagne, elle est en Suède sur une chaîne qui s'appelle SVT, comme Science de la vie et de la terre, mais c'est pas ça. Ça veut dire en suédois. Elle est en République tchèque sur une chaîne dont je connais pas le nom, faut pas exagérer. Il y a, elle est où? Elle est en. Après, alors très curieusement, elle est aux États-Unis. Alors ça, je dis vraiment. Pourquoi qui? Nous on regarde des séries sur leurs élections, leurs présidents et leurs représentants. Oui, mais vous noterez que les Américains n'ont pas la réputation d'être particulièrement intéressés par ce qui se passe. Et alors, est-ce que les Allemands rigolent du portrait que vous faites de leur représentante qui a ce poster de Angela Merkel qui dit Mutti? Mutti ist nein. Mutti dit non. Enfin, Mutti, c'est le surnom de Angela Merkel. Oui, les Allemands rigolent beaucoup à la série, surtout quand on se moque d'eux. Et surtout quand on se moque d'eux d'une façon extrêmement bête. Ça veut dire quand on leur dit, il y a quand même tout un twist, je révèle, de fin de première saison où quand même on attire des députés allemands en dehors de l'hémicycle en leur mettant des odeurs de saucisses. Enfin, c'est vraiment ridicule. Et nous, on envoie ça en se disant, voilà, les Allemands vont pas laisser passer. Et en fait, ça leur va très bien, ça les fait marrer. Ils ont plus de mal. En fait, les Allemands, on a remarqué un truc, et ça c'est assez marrant, c'est que les Allemands n'ont pas de mal à ce que les personnages allemands soient autoritaires et méchants du moment qu'ils ont le pouvoir. Par contre, ils ne supportent pas que leurs personnages soient impuissants. Ce n'est pas le pouvoir, en fait. Ça, ils n'aiment pas du tout. Et les Français, c'est l'inverse. Les Français en ont rien à foutre qu'on montre un député paresseux, incompétent, du moment qu'il est sympathique.
C'est tout ce qui compte. Il faut que le personnage soit sympathique. Et ça, c'est vraiment culturellement une grande différence. Et voilà, donc ouais, on est au Canada, machin, et puis on a d'autres pays d'Europe, au Portugal, en Malaisie. Ah oui, et voilà. Et après, c'est ce truc de les fenêtres. Donc maintenant, on est aussi sur Netflix en Allemagne. Le jour, j'ai vu qu'on était. Comment j'ai vu ça? Quelqu'un m'a dit qu'on était sur Netflix au Luxembourg. Oui, c'est moi, oui. Ah, c'est toi? C'est ça, j'en ai. Il n'y a que nous qui parlons de ça, ouais, bien sûr. En même temps. Et, mais voilà, et notre grand regret, c'est qu'on n'est pas en Italie, alors que les Italiens en bénéficieraient. Et vous avez un personnage italien qui est. Et qu'on a un personnage italien qu'on adore, et un acteur qu'on adore, et qui est en plus quand même un peu identifié en Italie, enfin assez identifié en Italie, quoi, et qui a fait des gros rôles là-bas, mais je crois que les Italiens. Enfin bref. Et qu'on n'a jamais été diffusé en Angleterre, et ça aussi, c'est un peu un regret, alors c'est plus compréhensible. Mais. Ça les ferait rire, c'est un peu leur humour quand même. Enfin, il y a une pointe d'humour anglais là-dedans quand même. Mais exactement, nous c'était ça notre questionnement, c'était que pour le coup, la grande majorité des références sur lesquelles on s'est appuyé pour faire cette série sont britanniques, parce qu'ils ont une culture, une tradition de satire politique formidable, les Anglais. Et on a un personnage britannique très important, et en fait, pendant toute une première période, quand même, la réponse des Anglais c'était c'est trop tôt, on peut pas rire avec le Brexit. Non, mais c'est vrai, et c'était très étonnant venant d'eux, qui sont si forts pour la comédie. Et en fait, vous noterez, vous n'avez pas vu de comédie sur le Brexit, parce qu'en fait, ça a été un sujet mais tellement dur, et en fait, les chaînes de télé ne veulent pas y aller. C'est-à-dire, ils veulent pas prêter le flanc au débat, enfin à ce que, en tout cas, on les attaque en disant mais oui, vous avez fait un film de Remainer ou de Brexiteer ou que sais-je. Et donc, en fait, ils ne voulaient pas y toucher. Et là, maintenant, peut-être un jour, j'en sais rien, mais maintenant que Lise, en plus, est quand même est connue là-bas, mais ça a été un peu décevant, ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ici. Bonsoir. D'abord, j'ai un petit mot pour Xavier. Je fais partie de la promo série de la Fémis de cette année. Et du coup, voilà, c'est trop cool de voir des anciens qui réussissent dans la comédie. Et ça m'encourage à poursuivre dans cette voie, donc voilà, merci. Et du coup, j'ai une question pour vous deux. C'est quoi pour vous des bons dialogues de comédie? Pour moi, des bons dialogues de comédie, c'est une bonne situation de comédie. Il y a très souvent, j'ai des gens qui me disent « Ah tiens, là, il me donne un scénario, il me dit ouais, il faudrait vraiment retravailler les dialogues. » Et en fait, il ne faut jamais retravailler les dialogues. Il faut toujours retravailler les situations et quand la situation est drôle, les dialogues sont drôles. Alors après, ils peuvent être plus ou moins fluides ou ça peut être un peu lourd. Et ça. En revoyant la première saison de Parlement, je trouvais qu'on essayait de faire trop de blagues, par exemple. Et je vois comment on a mûri la série au fur et à mesure, aussi comment on fait plus confiance aux comédiens une fois qu'on écrit pour eux et qu'on peut juste leur donner principalement des situations et qu'en fait, c'est la situation et le rythme des comédiens qui font qui vont faire la comédie. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on rit à des films dont on ne parle pas la langue. Moi, il y a un film que j'adore, c'est Tony Erdmann, de Ma Reine à deux, qui est mon film, la comédie, enfin voilà, un film qui m'est très cher, et comme à Justine Triet, j'imagine, et qui est en allemand, une langue que je ne parle pas, et pourtant, j'ai pleuré de rire. Et clairement, je pleure pas de rire aux sous-titres. Je pleure de rire au rythme, en fait. Le rythme des acteurs, et en fait, et ça, et à la situation. Et pour moi, c'est vraiment ça, une bonne scène de comédie, c'est une bonne situation et des acteurs qui ont le rythme, plus que des dialogues. Ouais, complètement d'accord, c'est hyper intéressant. C'est vrai que quand tu vois ça comme ça, tu te dis, bon, à quoi bon retoucher des dialogues si ta situation n'est pas bonne? Et souvent, on se dit, ah mais je déteste les punchlines, je déteste ça. Et moi, je rajouterais la clarté de la situation. Si une situation n'est pas totalement claire et que tu te dis oh, ça va être un bordel, c'est génial le bordel, souvent le bordel doit être profondément maîtrisé pour le créer vraiment. Et j'ai envie de dire l'intensité aussi et la clarté et l'intensité. Souvent quand tu pousses tes enjeux, ça ne sera que plus drôle, j'ai l'impression. Mais bon. Hey. Est-ce qu'on a une dernière question? Oui, ici. Et du coup, pour rester sur la comédie, comment vous avez fait pour présenter cet aspect-là dans votre Bible? J'ai fait alors ça on parle boutique là, hein, les gars.
Peut-être rapidement dire ce que c'est qu'une Bible. Ouais, S'il n'y a pas que des auteurs, des producteurs et des réalisateurs dans la salle, il y a peut-être des gens que ça éclaire. Levez la main si vous n'êtes pas. Mais en gros, voilà, une Bible. En fait, moi, j'ai même pas vraiment fait de Bible. Ça va être très bizarre d'entendre cette phrase si on ne sait pas du tout ce que c'est. Parce que j'ai pas non plus écrit de Nouveau Testament moi-même, bien que j'ai mon petit projet de ce côté-là aussi. Non, donc une Bible, c'est le document où on présente les personnages, le récit, l'argument un peu de la série, son concept, etc. Et ça sert à vendre une série. Et moi, j'aime pas du tout écrire ça. Et souvent, j'essaye d'écrire des bibles qui sont ressemblent plus à des documents de présentation, à des documents de vente, avec un peu pour le coup des punchlines, un peu une façon de décrire la série qui donne un peu le ton, et des descriptions de personnages, mais pas trop longues, et de ça, et le plus vite possible passer un scénario dialogué. Surtout pour une série de 30 minutes où un scénario dialogué, c'est pas hors de portée, parce que ça s'écrit relativement vite. Ça dépend. Et sur Parlement, ça ressemblait à quoi ? Sur Parlement, le premier document qu'on avait avec Fabienne, c'était un document qui devait faire 7-8 pages, quoi, avec des espèces de blagues. Il y avait des photos du Parlement romain que j'avais trouvé sur Internet avec des députés déguisés en poissons pour des trucs. Donc ça, c'était un peu l'ambiance. Et puis voilà. Et puis après, c'était des personnages, des photos, des trucs. Et ça, c'était vraiment un document de vente. Et ensuite, je crois pas avoir écrit de Bible à proprement parler. Je pense que j'ai tout de suite voulu écrire un premier épisode dialogué. Et c'est là que vous voyez s'il y a une série ou pas. Et en vrai, pour moi, c'est ça qu'il faut lire. Et c'est ça qui... Mais sur du 30 minutes, parce qu'après, sur les séries d'1 heure, je reconnais ni connaître absolument rien. Et je refuse de m'exprimer sur ça. Merci beaucoup, Noé Debré. Merci, Xavier Lacaille, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à la saison prochaine.